La libération de Sacha. Le bail de mon salon arrivait à expiration, et certaines remarques du concierge me firent comprendre qu'il ne serait pas renouvelé. Et je ne m'en préoccupais pas car j'avais décidé d'arrêter les massages. Je ne pouvais, seul, assumer tout le travail, mais ne tenais pas non plus à exploiter quelqu'un pour m'aider. De plus, Mother Earth, en anglais dans le texte, m'occupait à temps plein. Les amis qui m'avaient aidé à ouvrir le salon s'indignèrent de me voir laisser tomber alors que venait le succès. J'avais remboursé mes dettes et constitué même un petit pécule. L'expérience que j'avais acquise et les gens rencontrés fallait bien plus que tout bénéfice matériel. Désormais, je serais libéré de la dissimulation et des subterfuges. Il me restait par ailleurs autre chose dont je devais me libérer, ma vie avec Dan. Nos liens s'étaient peu à peu distendus en raison de la trop grande différence d'âge, de conception et d'attitude. Dan était le type même de l'étudiant américain. Nous ne partagions pas grand-chose sur le plan des idées ou des valeurs sociales. Il manquait à notre vie commune l'inspiration qui vient d'une harmonie de but et de motivation. Avec le temps, la certitude s'accrut que notre relation ne pouvait pas continuer. Les incompréhensions incessantes me minaient déjà lorsque, une nuit, ce fut brusquement la fin. Le lendemain après-midi, quand je retournais dans l'appartement, Dan n'était plus là. Encore un espoir naïf enterré. J'étais dorénavant libre de me consacrer entièrement à Mother Earth, toujours en anglais dans le texte, mais plus important encore, le moment tant attendu dont je rêvais depuis 14 ans approchait, la libération de Sacha. Mai 1906 arriva enfin. Il ne restait plus que 2 semaines avant la résurrection de Sacha. J'étais agité, assailli d'idées dérangeantes. Que ressentirais-je en me retrouvant face à lui, sa main dans la mienne, sans gardien entre nous. 14 années, c'est long. Et nos vies avaient... 14 années, c'est long, et nos vies avaient emprunté des chemins différents. Et si ces derniers avaient fini par s'écarter au point de ne plus pouvoir se rejoindre dans cette vie et cette camaraderie qui avait été les nôtres au moment de nos séparations. Réfléchir à une telle hypothèse me rendait malade de peur. Pour apaiser mes craintes, je vais m'absorber dans Mother Earth, dans l'organisation d'une brève tournée et dans la préparation de discours. J'avais prévu d'arriver la première à la porte de la prison quand Sacha sortirait, mais je reçus une lettre dans laquelle il me demanda de la retrouver à Détroit. Il m'expliquait qu'il ne supportait pas de me revoir en présence de policiers, de journalistes et d'une foule de curieux. Bien qu'amèrement déçu de devoir attendre plus longtemps que prévu, je savais que son objection était justifiée. À cette époque, Karl Nold vivait avec une amie à Détroit. Ils habitaient une petite maison entourée d'un jardin et éloignée du bruit de la confusion de la ville. Sacha allait en prison s'y reposer tranquillement. Karl, qui, enfermé dans la même prison, avait partagé le sort de Sacha, était resté l'un de ses amis les plus fidèles. Ce n'était que justice qu'il prenne part comme moi à ce grand moment. Buffalo, Toronto, Montréal, meeting, foule, je l'ai traversé dans le brouillard. Je ne pensais qu'à une chose, au 18 mai, jour où Sacha serait libéré. Le jour venu, j'arrivai à Détroit au petit matin, l'imaginant en train d'importer impatiemment sa cellule en attendant sa libération définitive. Karl me retrouva à la gare et m'informa qu'il avait organisé une réception publique et un meeting en son honneur. J'écoutais, désorienté, les yeux rivés... Excusez-moi, c'est moi qui suis désorienté là. J'écoutais, désorienté, les yeux rivés sur l'horloge, tandis qu'elle sonnait les ultimes minutes d'enfermement de mon garçon. À midi arriva un télégramme d'amis de Pittsburgh. Libre et en route pour Détroit. Karl saisit le télégramme, l'agita frénétiquement et cria « Il est libre ! Libre !» Oppressé par les incertitudes, je ne pouvais partager sa joie. Si seulement nous étions déjà le soir pour voir Sacha en chair en os. Je patientais à la gare, nerveuse, m'appuyant à un poteau. Tout près de moi, Karl et son ami parlaient entre eux. Le son de leur voix me paraissait lointain. Les contours de leur corps étaient flous et à peine visibles. Soudain, du plus profond de moi surgit une image du passé. Je me revis à New York, le 10 juillet 1892, à Baltimore and Ohio Station. Debout sur le marchepied d'un train en mouvement, m'agrippant à Sacha. Le train prenait de la vitesse. Je sautai à terre et courus à sa suite tandis que j'entendais les mains et criais désespérément « Sacha! Sacha !» Quelqu'un me tira par la manche, des voix appelèrent « Emma! Emma! Le train est là! Vite! Allons à la porte !» Karl et son ami s'élancèrent. Je voulus faire de même, mais mes jambes refusèrent de bouger. Cloué au sol, le cœur palpitant et furieusement, je me cramponnais au poteau. Mes amis revinrent. Un inconnu marchait entre eux d'un pas vacillant. « Voici Sacha !» cria Karl. Cet homme d'allure étrange,
Serait-ce Sacha ? Demandai-je. Son visage d'une pâleur mortelle, ses yeux dissimulés derrière des grosses lunettes disgracieuses, son chapeau trop grand enfoncé profondément sur la tête, le tout lui donnait un air malheureux et solitaire qui faisait peine à voir. Je sentis qu'il me regardait et je vis qu'il tenait la main. Un sentiment de terreur et de pitié me saisit, ainsi qu'une envie irrépressible de le serrer sur mon cœur. Je lui donnai les roses que j'avais apportées, jetai les bras autour de son cou et pressai mes lèvres contre les siennes. Des mots d'amour et de désir embrasaient mon cerveau, mais je restais sans voix. Je m'accrochai à son bras tandis que nous marchions en silence. Dès que nous arrivâmes au restaurant, Karl commença à manger et à boire. Nous trinquâmes à Sacha. Le regard hanté, celui-ci restait assis, silencieux, son chapeau vissé sur la tête. Une ou deux fois, il sourit d'un rictus peiné et misérable. Je lui enlevai le chapeau. Il eut un mouvement de recul gêné, jeta un regard discret alentour, et sans un mot, remit son chapeau. Il avait le crâne rasé. Des larmes montèrent aux yeux. On avait rajouté à ses longues années de cruauté une ultime insulte. On lui avait rasé le crâne et l'avait habillé de vêtements hideux pour que les regards insistants du monde extérieur le piquent au vif. Je refoulai mes larmes et me forçai à parler sur un ton joyeux, en serrant sa main exsangue et transparente. Nous nous retrouvâmes chez Karl, enfin seuls, Sacha et moi, dans l'unique chambre de l'île. L'unique chambre de libre, pardon. Nous nous dévisageâmes comme le feraient des enfants laissés dans le noir. Nous nous assîmes côte à côte, nous tenant par la main, et je lui parlais de tant de choses, incapable d'épancher ce qui débordait de mon cœur. Totalement épuisé, je me traînai jusqu'au lit. Sacha, replié sur lui-même, s'étendit sur le canapé. Seule la lueur de sa cigarette perçait de temps à autre l'obscurité de la chambre plongée dans le noir. J'étouffais et frissonnais de froid en même temps. Puis j'entendis Sacha avancer à tâtons, jusqu'à se rapprocher et me toucher de ses mains tremblantes. Nous étions étendus, serrés l'un contre l'autre mais séparés par nos pensées. Nos cœurs battaient dans le silence de la nuit. Il cherchait à me parler, s'interrompit, respira bruyamment et éclata finalement en sanglots convulsifs, qu'il ne parvenait plus à contenir. Je le savais, je le laissais à lui-même, espérant que son esprit supplicié trouverait apaisement dans la tempête qui l'ébranlait jusqu'au tréfonds. Il recouvra peu à peu son calme et m'annonça qu'il voulait sortir se promener, car il se sentait écrasé entre les quatre murs. Je l'entendis fermer la porte et me retrouver seul avec ma peine. La terrible vérité s'imposa à moi. La lutte pour la libération de Sacha ne faisait que commencer. Je me réveillai avec la conviction que Sacha avait besoin de partir pour se retrouver seul dans un endroit calme. Or, des meetings et des réceptions avaient été prévus à Détroit, Chicago, Milwaukee et New York. Les camarades voulaient le rencontrer et le revoir. Les jeunes en particulier réclamaient un grand cri de connaître l'homme qui avait été enterré vivant pendant 14 années pour son attentat, en allemand dans le texte. L'angoisse à son sujet me submergeait. Mais je pensais qu'il ne s'en sortirait qu'une fois terminés tous les événements programmés. Seulement alors pourrait-il aller à la petite ferme et y trouver peut-être le chemin qui le ramènerait doucement à la vie. Les journaux de Détroit abondèrent en nouvelles de notre visite chez Karl, et avant même que nous ayons quitté la ville, il me prétendait marié à Alexander Berkman et en voyage de noces. À Chicago, les journalistes nous pistaient constamment et les meetings se déroulèrent sous haute protection policière. Sacha trouva la réception au Grand Central Palace de New York encore plus déprimante que les précédentes. Le lieu se révéla trop grand et l'enthousiasme du public trop frénétique. Ce supplice enfin terminé, nous allâmes à la petite ferme d'Ossining. Elle plut beaucoup à Sacha, qui aima son cadre sauvage, son isolement et son calme. Et un bel espoir m'emplit pour lui, qu'il se délivre enfin de l'emprise des ténèbres carcérales. Après avoir crevé de faim pendant tant d'années, Sacha se mit à manger avec voracité. Excusez-moi, je me suis déconcentré. Manger, ça parlait de manger, je crois. Ah oui, il se mit à manger avec voracité, mes excuses. Il pouvait absorber des quantités incroyables de nourriture, surtout ses plats juifs favoris dont il avait été si longtemps privé. Il était parfaitement capable de terminer un copieux repas par une douzaine de blints en yiddish dans le texte, sorte de crêpes yiddish fourrées de fromage ou de viande, ou par une énorme tarte aux pommes. Je m'affairai au fourneau, heureuse de le voir manger avec plaisir. La plupart de mes amis avaient pour habitude de porter au nu mon art culinaire,
mais personne ne lui avait jamais autant fait honneur que mon pauvre Sacha affamé. Notre idylle campagnarde fut de courte durée. Les noirs fantômes du passé revinrent poursuivre leurs victimes, le chassant hors de la maison et lui volant sa tranquillité d'esprit. Sacha errait dans les bois ou restait couché par terre pendant des heures, sans un mot et sans énergie. La quiétude de la campagne attisait le trouble de son âme, m'expliqua-t-il. Il ne pouvait plus la supporter. Il devait retourner en ville et trouver du travail pour occuper son esprit, faute de quoi il deviendrait fou. Il devait gagner sa vie. Il refuserait de se faire entretenir au moyen de collectes publiques. Il avait déjà rejeté l'offre des 500 $ qu'avaient réuni les camarades à son attention et avait réparti l'argent entre plusieurs publications anarchistes. Il se tourmentait aussi pour ses malheureux camarades de tant d'années. Comment pouvait-il jouir de la paix et du confort en sachant qu'il était privé de l'une comme de l'autre? Il s'était engagé à élever la voix pour leur cause et à protester contre les horreurs au sein de la prison. Or il ne faisait que manger, dormir et battre le pavé. Il ne pouvait plus continuer ainsi, conclut-il. Je comprenais sa souffrance et mon cœur saignait pour mon bien-aimé, prisonnier de son passé. Nous retournâmes au 210 East 13th Street où le combat pour se réadapter à la vie s'intensifia. Sacha ne trouvait pas de travail en raison de son état de santé, et l'atmosphère dans laquelle je vivais lui paraissait bizarre, étrangère. Les semaines et les mois passèrent, et sa détresse ne fit que s'accroître. Quand nous nous trouvions dans l'appartement, seul ou en compagnie de Max, il respirait un peu plus librement, et il ne se déplaisait pas non plus en la présence de Becky Eldelson, une jeune camarade qui venait souvent nous rendre visite. Mes chers amis l'irritaient et le dérangeaient. Mes autres amis, l'irritaient et le dérangeaient. Ils ne supportaient pas qu'il soit là et cherchaient toujours une excuse pour s'absenter. En général, il ne revenait pas avant l'aube. J'entendais sa démarche épuisée quand il entrait dans sa chambre. Je l'entendais s'affaler tout habillé sur son lit et sombrer dans un sommeil agité, hanté en permanence par les affreux cauchemars de sa vie en prison. Il se réveillait sans cesse en poussant des hurlements effrayants qui me glaçaient le sang. Des nuits entières, j'arpentais la chambre, l'angoisse au cœur, et me creusais la tête pour découvrir comment aider Sacha à reprendre le chemin de la vie. Il me vint à l'esprit qu'une tournée de conférences pourrait s'avérer un début de solution. Son départ lui permettrait de se décharger de ce qui lui pesait si lourdement, la prison et sa brutalité. Et l'éloignement d'activités qu'il considérait comme les miennes l'aiderait peut-être à se réadapter à la vie. Il se pourrait qu'il retrouve alors la confiance qu'il avait autrefois en lui-même. Je réussis à le persuader de se mettre en relation avec nos camarades dans un certain nombre de villes. Il reçut rapidement de nombreuses propositions de conférences. Sa transformation fut presque immédiate. Il devint moins agité et moins déprimé. Il se montra un peu plus expansif avec les amis qui venaient me voir et il manifesta même un intérêt pour les travaux préparatoires du numéro d'octobre de Mother Earth. C'était le numéro dans lequel devaient apparaître les écrits de Léon Solgos pour célébrer le 5e anniversaire de sa mort. Sacha et Max défendirent fermement l'idée d'un numéro commémoratif, alors que d'autres camarades s'y opposèrent au motif que toute mention de Solgos nuirait à la cause autant qu'à la revue. Ils menacèrent même de retirer leur soutien financier. Au moment de fonder Mother Earth, je m'étais promis de ne jamais permettre à quiconque ou groupe ou individu de dicter sa politique à la revue. Cette opposition renforça ma détermination de poursuivre mon projet d'un numéro d'octobre dédié à Solgos. Dès que la revue sortit des presses, Sacha entama sa tournée. Il s'arrêta d'abord à Albany, Syracuse et Pittsburgh. Je détestais l'idée qu'il retourne si rapidement dans cette horrible ville. En effet, je savais qu'au terme de la loi sur la commutation de peine en vigueur en Pennsylvanie, Sacha restait à la merci des autorités de cet état pendant une période de 8 ans, durant laquelle elles avaient à tout moment le droit de l'arrêter pour le moindre délit et de le renvoyer au pénitencier purger le restant de sa peine de 22 ans. Cependant, Sacha voulait à tout prix donner une conférence à Pittsburgh, et pour ma part, je me raccrochais au faible espoir que son intervention dans cette ville le libérerait de son cauchemar carcéral. Lorsqu'il m'assura par télégramme que le rassemblement de Pittsburgh avait été un succès et que tout allait bien, je me sentis soulagé. Il devait ensuite s'arrêter à Cleveland. Le lendemain de son premier meeting, dans cette ville, je reçus un télégramme m'informant que Sacha avait quitté la maison du camarade chez qui il avait passé la nuit, mais qu'il n'était pas rentré. Je ne m'en inquiétais pas pour outre mesure, sachant combien le pauvre garçon redoutait tout rapport avec les gens. Il avait probablement décidé d'aller à l'hôtel pour s'isoler, pensais-je. Et il réapparaîtrait sans doute à temps pour la conférence en soirée. À minuit, cependant, un autre télégramme arriva pour me signaler qu'il n'avait pas assisté à la réunion et que les camarades se faisaient du souci. Je m'alarmais, moi aussi, et télégraphiai à Karl, à Détroit, la ville où Sacha était attendu ensuite. Il ne pourrait y avoir de réponse ce jour-là. Et la nuit, lourde de noirs pressentiments, parut interminable.
Les journaux du matin titraient « Disparition d'Alexandre Berkman, l'anarchiste récemment libéré ». Le choc de cette nouvelle me laissa absolument bouleversé. Dans un premier temps, je fus paralysé, incapable de concevoir ce qui avait bien pu arriver. Deux hypothèses finirent par s'imposer. Ou il avait été enlevé à Pittsburgh par les autorités, ou, ce qui serait à la fois plus probable et plus terrible, il avait mis fin à ses jours. Je m'en voulais désespérément de ne pas l'avoir supplié de renoncer au voyage de Pittsburgh. Si je craignais le risque qu'il courait, c'était néanmoins une idée encore plus horrible, celle du suicide qui m'obsédait. Sacha avait sombré dans une dépression si profonde qu'il répétait sans cesse ne pas vouloir vivre, que la prison l'avait rendu inapte à la vie. Mon cœur se rébellait, protestant avec véhémence contre ces forces cruelles, capables de le contraindre à me quitter alors qu'il venait tout juste de me revenir. J'éprouvais d'amers regrets d'avoir suggéré cette tournée de conférence. Nous qui étions à New York, ainsi que nos camarades dans les autres villes, cherchâmes Sacha durant 3 jours et 3 nuits. Dans les commissariats, dans les hôpitaux et dans les morgues, mais sans résultat. Kropotkin et d'autres anarchistes européens envoyèrent des télégrammes pour demander de ces nouvelles, et mon appartement fut pris d'assaut par des flots de gens. L'incertitude faillit me rendre folle, mais je n'osais envisager que Sacha ait franchi le pas fatal. Je devais me rendre à Elizabeth dans le New Jersey, pour intervenir au cours d'une assemblée. Ma lente expérience de la vie militante m'avait enseigné à n'exposer ni joie ni peine au regard des regards indifférents des foules. Et comment dissimuler ce qui dorénavant m'obsédait à chaque instant? J'avais pris cet engagement depuis des semaines et n'avais d'autre choix que d'y aller. Max m'accompagna, il avait déjà acheté nos billets et nous étions presque sur le quai de la gare. Soudain, j'eus l'intuition d'une catastrophe imminente. Je m'arrêtai net. « Max! Max !» criai-je, « je ne peux pas partir. Une force est en train de me ramener vers l'appartement. » Il comprit et m'encouragea à faire demi-tour. Il m'assura qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il m'expliquerait mon absence et parlerait à ma place. Je lui pressai hâtivement la main et partis en courant reprendre le premier ferry pour New York. Sur la 13e rue, à hauteur de la 3e avenue, j'aperçus Becky qui courait dans ma direction en agitant fébrilement un bout de papier jaune. « Je te cherchais partout, me cria-t-elle. Sacha est en vie. Il t'attend au bureau télégraphique de la 14e rue. » Mon cœur battait la chamade. Je lui arrachai la dépêche des mains et lus. « Viens, je t'attends ici. » Je me précipitai vers la 14e rue. Arrivé au bureau, je me trouvais nez à nez avec Sacha. Il était adossé au mur, un petit bagage à main posé à son côté. « Sacha !» m'écriai-je. « Oh, mon chéri, enfin !» Au son de ma voix, il se ressaisit, comme s'il sortait d'un mauvais rêve. Ses lèvres muèrent, mais il demeura silencieux. Seuls ses yeux reflétaient sa souffrance et son désespoir. Je le pris par le bras et calmai les frissons qui agitaient son corps. Nous avions presque atteint le 210 East 13th Street quand soudain il se mit à m'implorer. « Non, non, pas là, pas là, je ne peux voir personne dans ton appartement. » Pendant un instant, je ne sus que faire. Puis je hélai un fiacre et demandai au cocher de nous amener au Park Avenue Hotel. C'était l'heure du dîner et le hall se remplissait de clients. Tout le monde était en tenue de soirée. Les conversations et les rires se mêlaient au son de la musique provenant de la salle à manger. Lorsque nous nous retrouvâmes seuls dans la chambre, Sacha fut pris de vertige. Il m'a fallu l'aider à atteindre le canapé où il s'effondra. Je me précipitai sur le téléphone et commandai du whisky et un bouillon chaud. Il but avidement et en fut manifestement revigoré. Il n'avait pas mangé ni ôté ses vêtements depuis 3 jours. Je lui préparai un bain et soudain, en l'aidant à se déshabiller, ma main effleura un objet en acier. C'était un revolver qu'il tentait de dissimuler dans la poche de son pantalon. Après un bain et une seconde boisson chaude, Sacha parla. Il me raconta que l'idée de la tournée l'avait rebuté dès qu'il avait quitté New York. À chaque fois que l'heure d'une conférence approchait, il paniquait et éprouvait un désir irrésistible de fuir. Les meetings n'avaient pas attiré les foules et avaient manqué d'allant. Les domiciles des camarades chez qui il logeait étaient surpeuplés, ne disposaient d'aucun endroit où il pouvait s'isoler. Mais le pire avait été le flot incessant de gens et les perpétuelles questions. Il avait néanmoins persévéré. Sa dépression s'était légèrement atténuée à Pittsburgh. La présence d'une armada de policiers, d'inspecteurs et de fonctionnaires pénitentiaires avait attisé sa combativité et avait fait sortir de son repliement. Dès son arrivée à Cleveland, en revanche, les incidents épouvantables se succédèrent. Personne ne l'attendait à la gare, et il s'épuisa toute la journée à chercher ses camarades. Le soir, l'assistance fut peu nombreuse et amorphe. Après la conférence, le trajet jusqu'à la ferme du camarade qui devait l'héberger se révéla interminable. Éreinté et malade à mourir, il s'endormit comme une masse. Au milieu de la nuit, il se réveilla et, horrifié, découvrit un inconnu qui ronflait à ses côtés. Ces années de solitude carcérale avaient rendu toute proximité humaine insoutenable. Il quitta précipitamment la maison et suivit la route de campagne à la recherche d'une cachette où il serait seul. Mais il ne trouva pas la paix. Et le sentiment qu'il était inapte à la vie ne le quitta point. Il se résolut à en finir.
Le matin venu, il retourna en ville et acheta un revolver. Il s'était décidé à partir pour Buffalo. Là-bas, personne ne le connaissait. Personne ne le découvrirait vivant ni ne le revendiquerait mort. Il erra dans la ville toute la journée et la nuit suivante, mais New York l'attirait avec une force irrésistible. Finalement, il s'y rendit et pendant 2 jours et 2 nuits tourna autour du 210 East 13th Street. Bien qu'agité en permanence par la terreur de rencontrer quelqu'un, il ne pouvait s'en éloigner. Chaque fois qu'il retrouvait sa sordide petite chambre de Bowery, il sortait le revolver dans l'intention d'accomplir le geste ultime. Il se rendit dans le parc voisin, décidé à en finir. À la vue des petits enfants qui y jouaient, ses pensées se tournèrent vers le passé et vers le « petit matelot ». Je sus alors que je ne devais pas mourir sans te revoir, conclut-il. Son histoire me tint en haleine. J'étais incapable d'en briser le fil, voire effrayé à cette idée. Sacha était en proie à un conflit intime si aigu que l'incertitude insoutenable dans laquelle j'avais été durant ces 3 jours me parut insignifiante. Une tendresse infinie m'envahit pour cet homme qui avait déjà souffert 1000 morts et qui essayait de nouveau de fuir la vie. Je fus possédé d'un désir brûlant de vaincre les forces sinistres qui poursuivaient mon malheureux ami. Je lui tendis la main et le suppliai de rentrer à la maison avec moi. Il n'y a que Stella là-bas, mon chéri, implorai-je, et je veillerai à ce que personne ne te dérange. Dans l'appartement, je trouvais Stella, Max et Becky, qui attendaient impatiemment notre retour. Je suis passé par le couloir pour emmener Sacha jusqu'à ma chambre et le mis au lit. Il s'endormit comme un enfant épuisé. Sacha resta couché pendant plusieurs jours, passant le plus clair de son temps à dormir et guère conscient de son entourage pendant ses heures de veille. Max, Stella et Becky me relayèrent pour prendre soin de lui. Personne d'autre ne fut autorisé à troubler la quiétude de mon appartement. Un groupe de jeunes anarchistes avait organisé une réunion pour discuter de Léon Solgos et de son acte. À cette occasion, 3 d'entre eux furent arrêtés. Je n'en savais rien jusqu'au matin où un violent coup de sonnette me réveilla à la première heure pour m'apprendre leur arrestation. Nous convoquâmes immédiatement un meeting pour protester contre la suppression de la liberté d'expression, annonçant comme orateurs Bolton Hall, Harry Kelly, John Coriel, Max Baczynski et moi-même. Le soir de la réunion, Sacha commençait à se sentir un peu mieux et voulut y assister. De peur qu'il ne fût de nouveau déstabilisé, je le persuadai d'aller plutôt au théâtre avec Stella. En arrivant dans la salle avec Max et Coriel, nous trouvâmes un public peu nombreux, mais des policiers postés le long des murs. Le jeune Julius Edelson, le frère de Becky, qui avait été arrêté lors de la précédente réunion, mais libéré sous caution grâce à Bolton Hall, venait de monter à la tribune. Il parlait environ 10 minutes quand le tohu-bohu éclata. Une poignée de policiers s'élancèrent pour tirer Julius de l'estrade alors que d'autres agents chargèrent la foule, éjectèrent les gens de leurs chaises, traînèrent les filles par les cheveux et matraquèrent les hommes. Hurlant et jurant, l'assistance se rua vers la sortie. Au moment d'atteindre l'escalier avec Max, un policier lui donna un violent coup de pied qui faillit l'envoyer jusqu'en bas, tandis qu'un autre me frappa dans le dos et me notifia mon arrestation. « C'est justement toi que nous cherchions, rugit-il. Nous allons t'apprendre comment protester. » Dans le fourgon cellulaire, je me trouvais en compagnie de 11 « dangereux criminels ». Tous de jeunes garçons et filles qui faisaient partie du groupe incriminé. Bolton Hall, Harry Kelly et les Coriel avaient réussi, on ne sait comment, à échapper à la violence de la police. En instance d'inculpation, nous bénéficiâmes d'une mise en liberté sous caution. Notre arrestation eut un effet bénéfique certain. Elle réveilla immédiatement la combativité de Sacha. « C'est ma résurrection !» cria-t-il dès qu'il apprit ce qui s'était passé au meeting. « J'ai du pain sur la planche maintenant !» Pour ma part, la joie que m'a procuré la renaissance de Sacha et la conscience du danger qu'encouraient les jeunes appréhendés me redonnèrent force et énergie. Avec l'assistance de nos conseils juridiques, Hugh Howe-Pentecost et Meyer London, ainsi que le solide soutien matériel de nos amis américains et étrangers, nous nous préparâmes rapidement pour le combat. Il était déjà évident lors de l'audience au tribunal de police que rien ne justifiait de poursuite contre nous, mais le procureur était assoiffé de gloire. Et quel meilleur moyen d'y arriver que de sauver la ville de l'anarchie? La tâche avait été grandement facilitée par l'entrée en vigueur de la loi sur l'anarchie criminelle. Bien que le juge semblât assez volontiers disposé à donner satisfaction au procureur, son honneur trouva d'allure si jeune et si inoffensive la plupart des anarchistes criminels comparaissant devant lui qu'il douta de leur condamnation par un jury. Pour sauver la face, il renvoya notre affaire pour un « complément d'enquête ». Dans de telles circonstances, je préférais toujours la certitude. Néanmoins, j'aurais accueilli ce report avec plaisir si j'avais pu poursuivre mes activités de conférencière. Or... Oh, excusez-moi, je suis sans faire exprès, j'ai tapé sur le clavier, bref. Or, la police effectuait des contrôles systématiques de toute activité des anarchistes anglophones. Non pas ouvertement comme
comme lorsqu'elle avait mis fin au meeting, mais de façon plus insidieuse. Elle terrorisait les gardiens de salle, fermant les accès à pratiquement tous les lieux publics, et je pourrais m'exprimer à New York. Elle dispersa même une initiative aussi inoffensive qu'un bal masqué organisé afin de lever des fonds pour Mother Earth. 50 policiers avaient fait irruption dans la salle, arraché les masques et sommé tout le monde de sortir. N'ayant pas réussi à semer le désordre, ils obligèrent le propriétaire à fermer la salle. La perte financière fut sévère. Nous mîmes sur pied un Mother Earth Club qui organisait des conférences hebdomadaires sur différents thèmes et à l'occasion des soirées musicales. La police était furieuse. Malgré le harcèlement qu'elle menait contre nous depuis 9 semaines, elle ne parvenait pas à nous mater. Pour sauver des institutions sacrées de l'ordre public, il fallait entreprendre quelque chose de plus draconien, de plus intimidant. Les autorités franchirent l'étape suivante lors d'un meeting où Alexandre Berkman, John R. Coriel et moi-même devions prendre la parole. Nous fûmes arrêtés tous les trois. Un anarchiste criminel de 15 ans, qui eut la malchance de se trouver à côté de la porte, fut embarqué lui aussi pour compléter le quatuor. J'ai vu l'intention d'intervenir sur le thème « Les idées fausses sur l'anarchisme », exposé que j'avais déjà donné 2 semaines auparavant devant la Brooklyn Philosophical Society. Là, des policiers de la toute nouvelle Anarchist Squad, ce qui veut dire brigade anarchiste en anglais, avaient bien été présents, mais n'avaient procédé à aucune arrestation. De toute évidence, ils n'avaient pas osé s'ingérer dans les activités d'une association non anarchiste, même avec Emma Goldman comme oratrice. Les philosophes de Brooklyn auraient pu en conclure que c'était le service de police, pas l'anarchisme, qui détruisait la maigre liberté subsistant encore aux États-Unis. En chemin pour le commissariat de police, l'inspecteur à la tête de la brigade me demanda si je ne prévoyais jamais de cesser mon agitation militante. Quand je l'assurai que j'étais plus que jamais décidé à aller de l'avant, il m'informa que l'on m'arrêterait désormais à chaque fois que je m'aventurais à parler en public. Pour un temps, Sacha parut vraiment se retrouver, et je pensais qu'il serait en mesure de reprendre notre vie et nos activités communes. Son empressement au moment de notre arrestation à se lancer dans l'action ne dura que 2 mois, au bout desquels son enthousiasme céda le pas à cette même mélancolie qui le poursuivait depuis sa sortie de prison. Il attribuait principalement sa dépression à sa dépendance matérielle à mon égard, situation qui l'exaspérait au plus long point. Pour l'en affranchir, je persuadai un bon camarade de lui prêter des fonds pour la création d'une petite imprimerie. Ce projet contribua à lui remonter le moral. Il se mit à travailler d'arrache-pied pour le concrétiser. En peu de temps, il se retrouva installé dans une imprimante à lui, entièrement équipée, qui lui permettait de répondre à de petites commandes. Mais ce bonheur ne devait pas durer, et il fut assailli par de nouvelles difficultés. Il ne put obtenir de label syndical. D'un côté, en tant que compositeur, il n'avait pas le droit de faire le travail du pressier, et de l'autre, l'embauche d'un pressier signifierait l'exploitation. Il se trouva dans la même situation que moi lorsque j'avais mon salon de massage, et plutôt que de vivre du travail des autres ou de tenir un emploi non syndiqué, il renonça à son imprimerie. Sa vieille détresse le submergea de nouveau. Je réalisai peu à peu que Sacha était tourmenté non pas tant par la question de gagner sa vie que par quelque chose de plus profond et de plus déchirant qu'il devait affronter. Le décalage entre son monde utopique de 1892 et ma réalité de 1906 point, mes excuses. Le monde des idéaux qui l'accompagnaient lorsqu'il avait franchi les portes de la prison à 21 ans avait défié le passage du temps. C'était peut-être une chance qu'il en fût ainsi, car ce monde avait été son soutien spirituel tout au long de ces 14 années effroyables. Une étoile en mesure d'éclairer l'obscurité de son existence de détenu. Même sa vision imaginée du monde extérieur, du mouvement, de ses amis et surtout de moi-même, en avait été colorée. Pendant la même période, la vie m'avait malmené, jeté de force dans le courant des événements pour sombrer ou pour surnager. Je n'étais plus le « petit matelot », l'image du passé que Sacha avait conservé. J'étais désormais une femme de 37 ans qui avait subi de profondes transformations. Je n'entrais plus dans le vieux moule comme il y était attendu. Cela, Sacha l'avait vu et senti presque aussitôt après sa libération. Il avait essayé de comprendre cette personnalité mûre qui avait éclos de la coquille de la jeune fille inexpérimentée. N'y parvenant pas, il était devenu ombrageux, critique et souvent réprobateur à propos de ma vie, de mes idées et de mes amis. Il m'accusait de distance intellectuelle et d'incohérence révolutionnaire. Chacune de ces pointes me piquait au vif et me faisait hurler de chagrin. Combien de fois ai-je voulu m'enfuir et ne plus jamais le revoir, mais quelque chose de plus puissant que la douleur me retenait. Le souvenir de son acte pour lequel lui seul avait payé le prix. Plus le temps passait, plus je me rendais compte que jusqu'à mon dernier souffle, ce souvenir restait le maillon le plus fort dans la chaîne qui me liait à lui. Il se pourrait que notre jeunesse et notre amour s'effacent de ma mémoire, mais jamais ces 14 années de calvaire ne seraient effacées de mon cœur.
Un moyen pour sortir de cette pénible situation se présenta de lui-même lorsque je dus impérativement partir en tournée pour Mother Earth. Sacha gardait la responsabilité de la revue en tant que directeur. Il pourrait ainsi mieux surmonter son sentiment d'enfermement et s'exprimer plus librement. Il s'entendait bien avec Max et pourrait compter sur l'aide de collaborateurs compétents, Voltairine de Clercq, Theodor Schröder, Bolton Hall, Hippolyte Havel et d'autres. Sacha accepta volontiers ce projet. À mon grand soulagement, il ne soupçonna pas combien il m'était difficile de repartir alors qu'il venait tout juste de me revenir. Après avoir attendu sa libération avec tellement d'ardeur, il ne me serait même pas permis de passer avec lui le premier anniversaire de ce jour tant et si impatiemment espéré. La nouvelle de la mort de Hugh au Pentecost nous stupéfia, nous tous qui connaissions et apprécions l'homme et son action. Nous l'apprîmes par la presse, car sa veuve ne nous en avait pas informé elle-même. Pentecost avait été un partisan convaincu de la crémation, la plus belle façon de se défaire d'une dépouille. Par conséquent, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit incinéré, et beaucoup de ses amis avaient prévu d'y assister et d'envoyer une couronne. Grand fut notre étonnement quand nous apprîmes que Hugh au Pentecost avait été inhumé et les obsèques célébrées religieusement. L'ironie était d'autant plus grinçante que durant sa vie entière, la libre pensée avait importé plus que tout à Hugh Rowe. Ses revirements politiques ne se comptaient pas. Partisan de l'impôt unique, socialiste, anarchiste, il avait été tout cela à un moment ou à un autre. Cependant, il avait adopté une attitude différente envers la religion et l'Église. Il s'en était irrévocablement détourné pour épouser un athéisme convaincu. La présence d'un pasteur officiant sur sa tombe était donc le dernier des outrages à sa mémoire et une insulte à ses amis libres penseurs. Comme si la crainte de Pentecost s'était réalisée, celle qu'il m'avait souvent confiée. Il est très dur de vivre dignement, mais encore plus dur de mourir dignement. Fin de citation. Il aimait à dire aussi qu'on échappait plus difficilement à l'amour qu'à la haine. Il entendait par là le genre d'amour fait de bras doux et de mots tendres qui attachait plus solidement que n'importe quelle chaîne. Son incapacité à s'arracher de ses bras doux avait été la cause des revirements constants de ses conceptions sociales. Pour la même raison, il avait fini par trahir la mémoire des anarchistes de Chicago, dont il avait été l'un des plus ardents défenseurs, quand, poussé par l'ambition, il avait brigué le poste de substitut du procureur du comté de New York. Il avait déclaré alors « Je me suis peut-être trompé en affirmant que le procès de Haymarket était un déni de justice. » Fin de citation. Ni dans la vie ni dans la mort, il n'avait été permis à Hugh au Pentecost de rester fidèle à lui-même. Notre activité en faveur de la Russie reçut un élan considérable avec l'arrivée de Grigory Gershuni, qui s'était échappé de Sibérie dans un tonneau de choucroute et avait débarqué aux États-Unis via la Californie. D'abord instituteur, Gershuni croyait que seule l'éducation des masses permettrait de sauver la Russie du joug des Romanov. Pendant des années, il avait été un ardent tolstoïen qui refusait toute forme de résistance active. Mais l'opposition à la violence continuelle du despotisme avait peu à peu convaincu Gershuni de la nécessité inéluctable des méthodes pratiquées par les militants révolutionnaires dans son pays. Il avait rejoint l'organisation de combat du Parti socialiste révolutionnaire, où il était devenu une des figures dominantes. Condamné à mort, sa peine avait finalement été commuée en réclusion perpétuelle en Sibérie. Comme tous les grands Russes que j'avais rencontrés, Grigory Gershuni était d'une touchante simplicité. Il manifestait une grande réticence à parler de la vie héroïque et la vision de la libération des masses russes, l'exaltait jusqu'à exclure tout intérêt personnel. De plus, il possédait des qualités qui manquaient à bon nombre de rebelles russes. Un sens pratique aigu, l'exactitude et la responsabilité assumée des tâches entreprises. Je fréquentais beaucoup cet homme exceptionnel durant son séjour à New York. J'appris que 2 jeunes anarchistes avaient facilité son incroyable évasion. Travaillant dans l'atelier du menuisier de la prison, il avait habilement percé des trous d'aération indécelables dans un tonneau et, une fois Gershuni caché à l'intérieur, il y avait cloué le couvercle. Gershuni ne se lassait jamais de louer. Oh pardon, là, c'est la fatigue. Gershuni ne se lassait jamais de louer le dévouement et l'audace de 2 garçons. Des 2 garçons, de simples enfants par leur âge, mais exceptionnellement courageux et fiables par leurs ailes révolutionnaires. Vers la même époque, nous entamâmes les préparatifs en vue de la fête du premier anniversaire de Mother Earth. En même temps, si les phrases font 3 km à chaque fois, j'ai du mal. Il paraissait incroyable que la revue ait survécu aux épreuves et aux difficultés des 12 mois passés. L'un des vents de malheur qui frappèrent mon enfant avait été le manquement de certaines gens de lettres new-yorkais à leur promesse d'écrire pour la revue.
Leur enthousiasme de départ s'était refroidi lorsqu'ils se rendirent compte que Mother Earth plaidait pour la liberté et l'abondance dans la vie en tant que fondement de l'art. Pour la majorité d'entre eux, l'art signifie la fuite devant la réalité. Comment pouvait-on croire alors qu'ils soutiendraient une telle recherche audacieuse de la vie? Ils laissèrent le nouveau-né se débrouiller tout seul. Cependant, ils furent vite remplacés par des esprits plus courageux et plus libres, entre autres Leonard D. Abbott, Sadakishi Hartman, Alvin Sanborn, qui considéraient la vie et l'art comme des flammes jumelles de la révolte. Cette difficulté surmontée, une autre surgit, l'opprobre dans mes propres rangs. On prétendait que Mother Earth n'était pas révolutionnaire, au motif sans doute que l'anarchisme y était appréhendé moins comme un dogme que comme un idéal d'émancipation. Heureusement, de nombreux camarades me soutinrent, contribuant généreusement à la revue, et mes amis intimes, qu'ils fussent anarchistes ou non, firent preuve de fidélité envers la publication et à chacun des combats que je menais contre la constante persécution policière. Somme toute, l'année avait été riche et fructueuse, pleine de promesses pour l'avenir de Mother Earth.